Pourquoi rien ne va plus pour les contrôleurs routiers du Québec et qu'a de nouveau à offrir le CFP de Lac-Abitibi? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin sur nos routes. Privés de patrouille depuis 5 mois, les contrôleurs routiers ne peuvent plus intervenir contre les dangers sur la route. Le syndicat appelle le gouvernement à agir avant qu'un accident grave ne survienne. Un reportage d'Élise Tessier. C'est pas facile pour plusieurs de mes membres, qu'eux autres sont habitués à l'action. La Fraternité des constables du contrôle routier du Québec dénonce le maintien des agents à leur poste fixe depuis 5 mois, imposé par le tribunal administratif du travail. Leur retour sur la route dépend des mesures contre les risques liés aux armes à feu. À l'action, ils sont habitués de faire des interventions là, dans lesquelles ils sentent qu'ils ont contribué à sauver des vies. Et j'en ai beaucoup qui ont quitté, mais j'en ai énormément qui postulent ailleurs présentement. Puis ça, ça nous inquiète beaucoup parce que là, on était à 315 contrôleurs routiers. Une fois que le gouvernement va avoir pris sa décision, c'est certain que nos effectifs vont avoir baissé en conséquence de l'indécision du gouvernement. Privés de patrouille, les contrôleurs craignent pour la sécurité des usagers. Depuis, le syndicat estime 70 000 interventions de moins et des constats d'infraction en chute libre. Il s'agit d'une perte de plusieurs millions pour l'État. Au moment qu'on se parle, quand je pars du bureau, mettons un bureau à Val-d'Or, on a un à Rouyn, puis je m'en vais au poste de contrôle, mettons à Louis-Court, pendant que je fais cette distance-là, je peux voir des infractions criminelles, je peux voir quelqu'un là, qui fait une conduite dangereuse ou que je soupçonne d'être en état d'ébriété, je n'ai même pas le droit de l'intercepter. À Val-d'Or, le député Pierre Dufour reconnaît la complexité du dossier. Le président du syndicat disait que peut-être que les élus ne comprenaient pas tout à fait le genre de rôle qu'ils ont à assumer. Il faut comprendre aussi, par contre, est-ce que le mandat des contrôleurs routiers devrait être maintenu sous cette base-là, donc très élargie, ou encore là, davantage s'occuper de la situation du camionnage sur la route, comme on le voit, là, qu'il y a quand même plusieurs enjeux au niveau du camionnage sur les routes du Québec. À la veille du remaniement ministériel, le syndicat redoute qu'une avancée rapide survienne si un nouveau ministre reprend le dossier. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et on poursuit le bulletin en parlant d'éducation alors que le Centre de formation professionnelle du Lac-Abitibi à la Sarre a annoncé ce matin d'importants investissements. Et Olivier, on parle d'offrir 2 nouveaux programmes. Oui, absolument, Anthony. En mécanique de véhicules lourds, routiers, hybrides et électriques, ainsi que pour le secteur des engins de chantier. Le ministère de l'Éducation qui octroie 1,3 million de dollars pour la création de ces 2 nouvelles attestations d'études professionnelles. Ces programmes sont mis en place dans le but de répondre au virage électrique du secteur routier. Les industries vont donc avoir besoin de main-d'œuvre supplémentaire. Et on parle de 4 centres de formation dont la candidature a été retenue pour offrir les formations. Je vous laisse écouter le directeur du centre concernant le dossier de candidature. On est allé chercher vraiment c'était quoi les besoins des gens. Suite à ça, on a eu un appel d'offres qui a été déposé du gouvernement pour un appel d'intérêt. Donc, à la suite, on a pris connaissance des documents. Puis on a conjoint ça à notre recherche qu'on avait faite pour, après ça, être capable de monter un document qui répondait aux besoins de l'économie locale, puis du besoin de main-d'œuvre qui va être de plus en plus grandissant. Bon, une fois que ça c'est dit, à quel moment vont démarrer les 2 programmes? Eh bien, selon ce que la direction me dit, on parle de l'automne 2026, puisqu'actuellement, il y a certaines choses à mettre en place. Il faut premièrement faire connaître le programme, puis il faut également acquérir l'équipement pour permettre l'enseignement. Et faire l'acquisition de ces outils ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça demande une certaine connaissance avant tout. Bien, présentement, on a un banc d'essai au niveau de la santé-sécurité. Avant même de travailler sur un équipement électrique, c'est quoi les mesures de prévention? C'est quoi les précautions à prendre avant de commencer à travailler là-dessus? On a d'autres bancs d'essai de consulables. Puis, au niveau de la liste du ministère, il y a des équipements roulants qu'on va acquérir qui vont être hybrides électriques. En terminant, Anthony, on espère pouvoir accueillir entre 16 et 18 étudiants par cohorte et on parle d'une durée de 600 heures, soit environ 6 mois. Parfait, merci, on va continuer à suivre ça. Au plaisir, bon week-end. Vous aussi.
Et dans le dossier de la Fonderie 1 maintenant, le médecin à la retraite Pierre Vincelette dénonce l'attitude de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda et de la pression que met Glencore sur le gouvernement du Québec. Dans une lettre ouverte adressée à François Legault, ce dernier l'invite, lui et plusieurs autres acteurs politiques et près du dossier, à ne pas être dupes face à la menace. Voici mon entrevue. Concrètement, elle sert à qui et à quoi cette lettre-là? Surtout dans un monde où, oui, on dénonce à l'intérieur, oui, on expose, mais c'est vrai qu'on ne savait pas déjà. Là. La Fonderie Horn a décidé récemment de renier ses engagements qu'elle avait par rapport à l'amélioration de son bilan atmosphérique et environnemental. Et ceci, ça fait aux dépens de la population. C'est une des raisons pourquoi je réagis. Mais la plus importante, c'est la lettre de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda. Cette lettre-là a été placée, c'est une forme de lobbying et j'en accepte mal que certaines élites de gens d'affaires qui ont un partenariat avec la Fonderie Horn, donc qui ont des gains financiers, se permettent de donner des conseils et des jugements, et faire des jugements que j'exprime au premier ministre du Québec sur les risques pour la santé et sur les études qui ont été faites par la santé, par la direction de la santé publique ici régionale et celle nationale, l'INSPQ. Mais il va toujours avoir l'argument, évidemment, de la santé, l'argument économique. Une fois que ça s'est dit, comment on fait pour concilier les deux? Est-ce qu'il y a des compromis qu'on peut faire là-dedans, selon vous? La Fonderie s'est engagée à vanter partout pendant des années, pendant au moins des 3 ans, 4 ans, son projet Aéris qui devait être extraordinaire, qui devrait moderniser la fonderie, qui devait aider à atteindre des objectifs environnementaux. D'un coup, ça disparaît. Tout à coup, ce besoin-là, par magie, c'est plus nécessaire. Tous les efforts qui ont été faits à date, c'est sous la menace des gouvernements. Je pense qu'il y a un effort à faire et il faut dénoncer actuellement cette situation, d'autant plus que là, il y a une campagne de lobbying importante et il ne faut pas la laisser se passer puis constater après coup, on n'a pas agi. En ce sens-là, à qui faire confiance? À qui faire confiance? Je pense à faire confiance. Il y a du monde parmi les citoyens, il y a du monde parmi les gens qui sont employés dans les organismes de contrôle, dans l'environnement, dans la santé, qui sont intéressés. Il y a des politiciens qui ont à cœur la santé et le bien-être des gens. Fait que je pense que c'est un faux problème d'opposer l'industrie et la santé. Il y a moyen de combiner les deux et on le souhaite. Et au culturel, le Festival Western de Saint-Bruno-de-Guigue est commencé depuis quelques jours déjà. Pour cette 42e édition, vous retrouverez entre autres ce week-end le rodéo professionnel. Du côté des spectacles, ce soir, David Pinault et Rick Duff prendront le contrôle de la scène. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est nuageux avec 30 % de probabilité d'averse et des risques d'orage tôt ce soir. Les maximums seront entre 19 et 20 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est des nuages avec des maximums de 32 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour dimanche, c'est du soleil avec des maximums entre 32 et 33 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir. Nous, on se dit bien évidemment à lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.